Bonjour à tous et bienvenue à l'événement majeur du pôle Finance Innovation Payment Day. Je tiens à remercier la place FinTech de nous accueillir au sein de cet événement. Sans plus tarder, nous allons passer au décarbonement du paiement. Je remercie tous les spectateurs qui sont présents et aussi tous les téléspectateurs qui sont présents à distance de voir cet événement, ce bel événement. Sans plus tarder, nous allons commencer cette table ronde avec en modérateur Stéphane Hérault, CEO de Chapu Elder, Charlotte Koller, Linda, cliente exécutive d'Oconomy, c'est bon, pardon. Gilda Le Louarn, directeur produit Linkso Group. Mathias Rouberol, cofondateur et CTO de Only One. Et Xavier Valin, responsable du Lab Paiement, Crédit Agricole Payment Service. Stéphane, je te laisse la parole. Merci. Donc ravi de vous accueillir pour cette table ronde qui est à la conjonction de deux éléments extrêmement porteurs en termes d'innovation et aussi d'enjeux sociétaux. Donc les paiements sur lesquels on a beaucoup élaboré et aussi la transition climatique. Et donc l'objectif aujourd'hui va être d'essayer de comprendre comment la nature des paiements, mais aussi le lien que peuvent entretenir les paiements et le lien naturel que peuvent avoir les paiements avec certaines habitudes de consommation et habitudes de l'ensemble des consommateurs peut permettre d'avoir une trajectoire de réduction du carbone. Étant précisé que nous excluons tout ce qui est crypto, parce que le sujet aurait été un peu dense. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot puisque vous avez été brièvement présenté, mais est-ce que vous voulez faire un tour de table un peu plus détaillé ou est-ce qu'on... Du coup, comme je suis en mot de table, je propose de commencer. Donc Gilda Leland, je suis directeur produit chez Linkso. Chez Linkso, on distribue l'application éponyme qui vous permet de gérer votre budget et on fournit aussi les technologies qui sont derrière l'application pour des acteurs tiers qui veulent intégrer nos technologies. Oui, bonjour. Charlotte Koller, Linda d'Oconomy. Premièrement, je commence par m'excuser pour mon français, mais je suis suédoise, alors je vais tricher un petit peu avec mes notes. Mais nous, on vient d'Oconomy, c'est une compagnie qui a des solutions pour tous les acteurs dans la banque et finance pour vraiment mesurer l'empreinte carbone de leurs clients. Je vais parler plus de ça plus tard. Xavier Valin, donc moi je suis responsable du Lab Paiement chez Crédit Agricole Payment Services et j'ai Crédit Agricole Payment Services, c'est l'entité au Crédit Agricole qui s'occupe de toute la partie production mais aussi fabrication de tous les moyens de paiement pour le groupe Crédit Agricole. Et donc j'ai en charge toute la partie prospective et la relation avec les startups et les fintech. Et donc Mathias Rouberol, donc cofondateur et directeur technique de Only One. Only One, c'est une nouvelle néobanque qui propose un compte de paiement avec des solutions permettant d'analyser et de promouvoir des solutions éco-responsables. Voilà. Merci. Chapu Elder, une société internationale de management en consulting management, qui est spécialisée dans tout ce qui est financial services. Depuis maintenant plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va s'attacher à faire deux choses. On va essayer déjà de comprendre, puisque le consommateur va être un peu à la source et au confluent de beaucoup de choses, donc de comprendre comment la prise de conscience s'est effectuée. Et puis, on va regarder comment et essayer d'analyser comment la nature des paiements, mais aussi l'utilisation des datas et la capacité qu'on peut donner aux consommateurs de monitorer l'empreinte carbone peut jouer un rôle déterminant dans la transition climatique. Donc sans plus attendre, et je tiens à dire que ton français est bien meilleur que mon suédois, donc c'est pas la peine de t'excuser. Donc on va peut-être commencer sur la partie peut-être prise de conscience. Comment est-ce que ce sujet qui a été longtemps un peu peut-être sous-évalué ou pas forcément avec une prise de conscience suffisante est vraiment venu un peu à la tête de l'agenda de la plupart des personnes? Oui, tout à fait. Et aussi, il faut regarder le rapport sur les risques mondiaux qui produit le World Economic Forum, qui a vraiment classé à plusieurs reprises l'échec de l'action climatique comme l'un des risques mondiaux ayant le plus fort impact et la plus forte probabilité.
Ça, vraiment, pour les 5 prochaines années, les répondants, qui sont plus de 1000 experts mondiaux et leaders en plus, signalent à nouveau que les risques sociétaux et environnementaux sont les plus préoccupants. Le changement climatique qui continue d'être perçu comme la menace la plus grave pour l'humanité. C'est triste, ça, hein, quand même. Mais il y a de l'espoir. Hein. Une nouvelle recherche sur la durabilité, commandée par Mastercard, révèle une augmentation marquée de la passion des consommateurs pour l'environnement. Et ça, c'est aussi à la suite de la pandémie, et les consommateurs sont de plus en plus conscients de leurs propres actions et celles des marques aussi. Hein. Plus de 85% des adultes déclarent au fait qu'ils sont prêts à prendre des mesures personnelles pour lutter contre les problèmes environnementaux et vraiment liés à leur consommation. Et j'aimerais peut-être qu'on passe un petit peu de temps sur expliquer pourquoi l'absence de pilotage était vraiment un frein majeur. Et Mathias, j'aimerais que tu aussi Gilda et Mathias, nous expliques, j'ai bien aimé la notion que tu as utilisée entre éco-responsable et éco-conscient, qui sont les différents, au moins 2 stades d'évolution. Oui, alors chez Only One, nous, en effet, on propose, donc, comme je vous l'ai dit, des offres de paiement et des systèmes de paiement et aussi des outils qui permettent d'analyser et de véritablement piloter la consommation, mais d'un point de vue carbone de nos clients. Alors, en effet, on cible, nous, on a essayé de différencier nos clients en fonction de leur typologie et on a identifié 2 principales typologies. Donc, c'est les éco-responsables. À la rigueur, les éco-responsables, ils savent comment agir. Ils connaissent leur consommation, ils savent leurs points faibles et leurs points forts et ils savent comment agir. Nous, on cible plus principalement les éco-conscients. Ils ont conscience qu'ils entre guillemets, ne vont pas dans le bon sens par rapport, en effet, au rapport du GIEC et aux différents rapports mondiaux qui disent que globalement, notre consommation ne peut pas durer comme ça et on doit évoluer. Mais ils n'ont pas de moyens, en fait, de véritablement analyser et de savoir comment ils doivent agir. Donc c'est là où nous, on intervient dans un premier stade pour analyser. Donc c'est là où les moteurs d'empreinte carbone sont intéressants parce qu'ils permettent d'analyser au spectre de la consommation d'une personne, de savoir véritablement quel est son point fort et ses points faibles, et de l'aider. De l'aider, il est conscient qu'il, entre guillemets, il fait pas bien, mais on l'aide sans le culpabiliser, mais on l'aide à aller vers la bonne voie. L'objectif, c'est ça, c'est que les gens... Je pense que la majorité de la population, et Charlotte le disait bien, 85%, c'est, on va dire, on est presque à 100%, allez, voilà, et veut agir. Mais ils ne savent pas quoi faire. On leur dit en permanence, voilà, en gros, vous faites pas ce qu'il faut, on va droit dans le mur, mais voilà, je fais quoi, moi, enfin, ok, je prends le train, c'est bien, mais est-ce que ça suffit ? Voilà, l'objectif, c'est ça, c'est que l'analyse de toute la consommation permet après d'amener des recommandations riches et amener les personnes à véritablement être acteurs au niveau de leur prise de conscience. Donc c'est ça qu'on constate en fait principalement chez Only One et qu'on promeut. Je te vois plus prendre le micro. Pour continuer dans cette direction, en fait, on est dans une société aujourd'hui où on est guidé, où on est accompagné. Alors, ça crée des polémiques, hein, le compteur Linky, par exemple. Mais en fait, le compteur Linky, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Il vous apporte de visualiser votre consommation à la demi-heure. Et ça vous permet de réfléchir à mais quel est mon comportement, comment je peux l'améliorer. C'est pas suffisant, ça nous dit pas qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon comportement, mais ça fait une analyse. Et puis aujourd'hui, on a tout plein d'objets connectés autour de nous. Où je veux perdre du poids, j'achète une balance connectée et je vais suivre avec ça. Ou alors je veux progresser en sport, j'ai une montre connectée. Je vois que certains d'entre vous l'ont aussi. Vous allez suivre votre progression, vous allez comprendre où vous en êtes, vous allez vous définir un objectif et vous allez voir comment vous obtenez ça. Et en fait, aujourd'hui, on est entouré d'une myriade d'outils qui nous permettent de nous accompagner dans notre vie de tous les jours sur des axes de progression. Linkso est dans cette direction aussi, hein, l'application financière qui vous permet de voir comment gérer vos finances. Mais aujourd'hui, on a peu d'outils qui nous permettent de se rendre compte vraiment, mais quel est mon impact carbone et surtout, comment je peux changer. Bien évidemment, si je suis éco-responsable, que je suis très sensible au sujet, je me renseigne, je parcours beaucoup de littérature sur le sujet, mais c'est parce que je suis un passionné. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quelqu'un qui se dit « je veux bien faire un effort, mais il faut me guider, il faut m'aider ». Aujourd'hui,
on cherche les outils, on attend des outils. Et on voit qu'on a plein d'outils qui arrivent sur plein de domaines, et c'est ce domaine-là qui reste encore à approfondir. Un mot, Xavier? En plus, pour le Crédit Agricole, en tant que banque universelle, là-dessus, justement, on travaille avec l'économie justement sur comment est-ce qu'on peut mettre à disposition de nos clients, et on est en test là-dessus, avec une caisse régionale, justement, pour permettre de voir au travers du paiement. Donc, c'est bien à chaque fois que je fais un paiement avec ma carte bancaire, comment est-ce que je peux voir justement l'empreinte carbone de mes achats à un instant T. Donc là, en plus, on travaille en plus sur l'instantanéité complètement. Et c'est ça qui est intéressant de voir, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'instantané. Mais si on travaille aussi sur le moyen de paiement, on est en train de travailler autre que simplement sur du plastique standard. On voit bien que même le moyen de paiement lui-même peut très bien arriver sur la partie justement énergétique. Est-ce que je mets à disposition une carte avec du PVC recyclé? Est-ce que je travaille sur des cartes justement en bois? Est-ce que je travaille aussi sur des cartes avec des batteries, sans batterie? Est-ce que ça a un intérêt, pas un intérêt? Les puces électroniques, est-ce que je peux les virer ou pas les virer? Enfin, on est vraiment sur quelque part aussi la décarbonisation même du moyen de paiement, que ce soit au travers d'initiations de paiement ou au travers de tout un tas d'autres moyens. C'est dès l'instant qu'on utilise un objet de paiement, on a aussi quelque part une empreinte et on doit aussi travailler dessus. Et concernant les canaux de paiement, c'est-à-dire le digital, comment c'est pareil, c'est hyper intéressant parce que à un instant T, un consommateur paiement à un moment sur Internet, ce qu'on appelle les paiements VAD, on n'a plus cette notion quelque part de localisation de l'achat, on n'a plus la notion de combien coûte quelque part le fait d'acheter un produit à un instant T, le déplacement, on a vraiment toute cette partie-là. On a le transport, la fabrication des biens, et je trouve que c'est hyper intéressant de mettre ça à disposition quelque part de nos clients, cette empreinte carbone. Moi, j'insiste bien, c'est bien de l'acculturation, c'est un peu ce que tu essayais de dire, Mathias, mais c'est vraiment de l'acculturation sur le sujet, de façon à ce que chacun puisse prendre conscience et agir vraiment comme il le souhaite de son côté. Est-ce qu'il veut décarboner? Est-ce qu'il veut acheter des crédits carbone? Est-ce qu'il veut faire des actions? Est-ce qu'il veut changer ses habitudes? C'est à lui de décider. On lui met simplement à disposition un outil, à la fois basé sur les moyens de paiement à l'instant T, et aussi comment est-ce qu'on peut l'utiliser au travers, là je ne reviendrai pas sur ce que fait Gilda et Linkso, mais l'accès au compte, là on a une vue globale, en définitive du ou des comptes, une vue globale de qu'est-ce qui se passe à l'instant T. C'est ce que fait aussi Mathias un peu sur le sujet, quoi. Donc là on est rentré dans le vif du sujet de le potentiel lié au paiement, à la fois en tant que processus lui-même, mais aussi en tant qu'outil de pilotage. Peut-être, Gilda, c'est peut-être le moment venu de parler de comment on peut utiliser la data. Comment est-ce que la data est devenue un peu le nerf de la guerre de cette prise de conscience? En fait, le paiement, c'est un indicateur, c'est un signal fort qui dit il s'est passé quelque chose. Donc le consommateur, il a fait quelque chose. Mais ce n'est pas le fait de savoir qu'il a fait quelque chose qui va permettre de qualifier vraiment ce qu'il a fait. Et c'est là derrière qu'il va falloir être en capacité d'aller collecter un ensemble de données pour comprendre ce qu'il a fait et pour pouvoir le scorer. De voir que quelqu'un est allé chez Starbucks prendre un café tout à l'heure, ce n'est pas suffisant pour estimer la note carbone. Il faut aller comprendre tout ce qui s'est passé derrière la chaîne de distribution, de la construction du café au transport. Et même le Starbucks qui est ici, là en face, il n'a pas forcément le même impact environnemental que celui qui est à Aix-en-Provence, que j'ai pris avant de prendre le train ce matin. Donc il faut vraiment se poser la question c'est tout un écosystème qu'il faut construire. On a vu qu'on a des produits manufacturiers. D'ailleurs, ça aussi, ça porte polémique. C'est nos constructeurs français d'automobiles et ce qu'ils construisent encore en France. Et on le voit avec la crise en Ukraine. On voit plein de constructeurs qui sont en train de mettre en pause leur production parce qu'ils ont des pièces qui viennent d'Ukraine, mais pas seulement. C'est juste la chaîne d'approvisionnement qui est brisée. Et donc, qualifier tout ça, comment on est capable de construire, comment on est capable de faire le chemin inverse de tous nos produits manufacturés, de pouvoir reconstruire le parcours et estimer des notes carbone fiables. Et donc,
c'est ça, c'est la collecte d'un ensemble de données, d'un ensemble d'indicateurs qui fait qu'on va être capable de cartographier nos habitudes. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est la cartographie de nos consommations, de nos produits, de comprendre comment ils sont faits. Et on parlait beaucoup de traçabilité alimentaire il y a une dizaine d'années au moment de la crise de la vache folle. Mais en fait, on est en train de parler de ça, on est en train de parler de traçabilité de nos habitudes de consommation et des éléments manufacturés que l'on achète aujourd'hui. Là, je pense que c'est super important et surtout à regarder quand on fait les calculs aussi, comme nous on le fait, de voir qu'on inclut toutes les 3 scopes du Greenhouse Gas Protocol. Parce que si on fait que les empreintes de carbone du scope 1 et 2, qui sont vraiment des compagnies directes et indirectes, les émissions, mais il faut inclure aussi la 3e scope, parce que là, c'est toute la valeur de chaîne, vraiment, dès le début jusqu'à l'utilisation. C'est vraiment important. Et dans ces calculs, notamment au niveau de la disponibilité de la data et aussi mais l'utilisation avec des algorithmes, les principaux challenges que vous rencontrez, les difficultés? Mais en fait, c'est là qu'on a des outils formidables. On a une réglementation qui s'appelle la RGPD, qui fait souffrir tout le monde. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore compris son potentiel. Donc il y a plein de choses à faire derrière. Il va falloir que des acteurs arrivent à s'en emparer dans l'autre sens. Le but de la RGPD, c'est de donner le pouvoir de la donnée aux utilisateurs. En fait, c'est de dire que la donnée, elle appartient à l'utilisateur et pas à la société. Donc ça n'a pas encore tout à fait changé les habitudes, mais il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est clairement pivot. Et des acteurs qui ont travaillé sur cette RGPD, c'était leur motivation. Donc il faut que ça bouge. C'est à nous, c'est à nous tous, consommateurs, de faire en sorte d'exercer nos droits et de pouvoir changer la société, la façon dont on a accès à nos données. Ouais, juste pour illustrer un peu cet exemple-là, donc nous, on a été confrontés à cette problématique d'estimer véritablement une empreinte carbone, comme tu viens de décrire, Charlotte ou Gila. Notamment quand vous allez au supermarché, c'est assez simple, vous avez un grand ticket de caisse qui vous appartient, je reviens avec les RGPD, qui vous appartient, et en fait ce grand ticket de caisse, en effet, on arrive à estimer une empreinte carbone assez globale, mais pas article par article. Si on avait le fameux ticket dématérialisé dont on va peut-être un jour avoir une source et qui vous permettrait en effet de le posséder de façon dématérialisée et surtout d'avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de données qui nous permettraient aussi de calculer beaucoup plus finement l'empreinte carbone en remontant en effet jusqu'à la production et en faisant toutes les chaînes, la chaîne de valeur, on arriverait à une estimation d'empreinte carbone qui serait beaucoup plus fiable. On essaie de pallier quand même ce manque de précision de données. Actuellement, on est en train de lancer en fait un produit chez Only One qui scanne votre ticket de caisse, vous le prenez en photo. On en sort la majorité des produits, principalement alimentaires, parce que c'est les données principales qu'on a au niveau des empreintes carbone. On en extrait les données alimentaires et on vous donne une vision, une cartographie de l'empreinte carbone de ces produits alimentaires et surtout de la composition et de l'origine de cette empreinte carbone. Parce que pour votre paquet de pâtes, vous ne savez pas si l'empreinte carbone elle est majoritairement à cause de l'emballage ou à cause de la production ou à cause de son acheminement logistique. Et on permet aux utilisateurs d'avoir cette notion-là parce que c'est là où vous pouvez agir. Si vous voyez que votre paquet de pâtes, qui est la même pâte finalement, mais c'est l'emballage qui représente 50% de l'empreinte carbone, peut-être que vous allez aller sur du vrac ou ainsi de suite. Voilà. Tout ça pour ramener, et on en revient au début, à la prise de conscience des utilisateurs qui, eux, doivent, pour l'instant, agir, peut-être pour pousser d'autres personnes qui ont un peu plus de pouvoir qu'eux, de façon législative, à amener en fait à une véritable transformation sociétale à ce niveau-là. Moi, je trouvais ça hyper intéressant ce que tu étais en train de dire, Mathias, mais il y avait aussi, je me dis, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, en plus de donner l'empreinte carbone, on va dire, des produits, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi les intéresser pour qu'ils le cherchent justement avant un peu comme on avait à un moment donné, si tu veux, capacité de regarder le Nutri-Score et autres,
de se dire, et on voyait, c'est un peu moins vrai en ce moment, mais on voit encore tout le monde en train de scanner pour voir exactement le Nutri-Score et quels sont les produits et autres. De se dire, c'est produit à tel endroit, je vois exactement, et travailler là-dessus. Mais à mon avis, si on n'a pas à un moment donné, comme le disait Gilles là, les consommateurs qui poussent, ou une législation qui arrive sur le sujet, en définitive, ça ne bougera pas. Donc c'est vraiment à nous là-dessus d'interagir. Je te rejoins, Xavier, là-dessus. C'est le consommateur, on donne le moyen au consommateur. Le fait de scanner en rayon, on va le proposer aussi, parce que là, on voulait montrer aussi qu'avec un ticket complet, on pouvait avoir une vision globale. Mais clairement, on peut le faire produit par produit. Entre guillemets, c'est pas un souci technique. Et clairement, que la balle est dans le camp. En fait, je vais en revenir un peu au début et je vais faire un petit peu ma minute militante, on va dire. Globalement, ça fait 40 ans, alors j'ai plus de 45 ans, mais j'ai connu quand même Chirac. Et globalement, et voilà, la fameuse phrase qu'il a sortie, voilà, la maison brûle, et enfin, je ne sais pas exactement, mais je crois que tout le monde voit laquelle. Les consommateurs ont bien vu que globalement ça n'a pas bougé et que les beaux discours, ils en ont eu plusieurs, ils ont des dossiers, des piles de papier, clairement il y en a, on fait plein les armoires de tous les ministères quelconques, et globalement, en effet, ça n'a pas spécialement bougé. Je dirais que on n'a pas trop nommé Yuka, mais c'est vrai que Yuka a fait bouger pas mal de choses au niveau de la consommation sur globalement l'origine d'un produit et après son impact au niveau plus de la santé et de l'alimentaire. Mais c'est à nous au début, en tant que industriel, de proposer aux citoyens à un moment de faire bouger un peu les lignes et puis de reconcentrer un peu les politiques sur véritablement la problématique majeure dont parlait Charlotte en introduction, qui est le dérèglement climatique. Et donc c'est un peu ça. Et ça, on va arriver peut-être, et je ne veux pas empiéter sur vos parties, on va peut-être arriver en effet sur les mouvements quand même des différents gouvernements ou pays pour amener vers cette amélioration vis-à-vis des vendeurs finalement. Oui, seulement pour continuer. D'abord, j'avais une remarque. C'était vraiment quand on est dans le magasin pour faire le choix et tout ça. C'est comme quand on a été introduit aux calories. On fait le choix avant, pas après. On n'a pas acheté les chips et après on dit, quand on les a mangés, oh tiens, il y avait des calories là-dedans. On le fait avant, quand on fait notre choix. Mais aussi pour conclure là avec les gouvernements et tout ça, avant-hier, au fait, le Parlement suédois a convenu des objectifs climatiques qui incluent la consommation des Suédois. Là, sur ça, on va être le premier pays au monde de le faire, vraiment faire la liaison entre la consommation et nos empreintes carbone. Et comme plus de 72% de notre empreinte individuelle est vraiment liée à notre consommation, il faut faire quelque chose. Il reste peu de temps, hein. C'est pas pour être vraiment comme ça, mais c'est pour rejoindre l'accord de Paris, c'est pas loin. Hein. Non, en effet. Et sur ces sujets d'éducation et de pression, puisque Nutri-Score, je pense que c'était un bon exemple, puisque maintenant c'est affiché sur certains produits de plus en plus. Et puis nous, on l'a vu dans les Financial Services, on a vu aussi qu'il y a eu une grosse transformation de l'asset management vers ESG, les labels verts et tout ça, mais toujours impulsé par le consommateur ou par l'épargnant. Donc comment vous voyez cette trajectoire de pression des consommateurs, consuméristes, vers une véritable prise en compte des producteurs et quelles sont les prochaines étapes sur ces sujets-là? Oui, pour nous, on a vu, quand on a commencé à Doconomy en 2018, c'était vraiment, on a lancé d'abord sur le marché suédois notre carte pour voir un petit peu l'appétit des gens, pour voir est-ce qu'ils sont intéressés de voir leur empreinte carbone vraiment qui est connectée en temps réel, comme vous le dites, sur toutes les transactions financières. Après, on a vu aussi les questions qui arrivent. Oui, mais on veut faire des choix au niveau des produits, on veut prendre cette prise.
Mais pour l'instant, nous, on calcule un average, un moyen sur tout ça. Parce qu'on voit le secteur ou la catégorie dont on a fait notre transaction. Alors, on a fait une autre solution qui s'appelle la calculatrice 20030. Et ça, c'est une calculatrice, c'est gratuit, hein, c'est sur notre site web. Et ça permet vraiment aux producteurs et tous les brands de faire les calculs sur chaque produit. C'est vraiment un outil pour utiliser et commencer à faire l'empreinte carbone sur chaque produit qu'ils ont. Après, sûrement, ça c'est long de le faire, ça va prendre du temps, hein, mais au moins c'est un début d'essayer de fermer le cercle, quoi, de boucler le cercle. Oui, je vais juste rebondir là-dessus. Enfin, pour moi, il y a vraiment deux phases. Aujourd'hui, on a toute une partie de la population qui est plutôt, on l'a vu, on l'a déjà dit, confinement, comment est-ce qu'ils ont pu travailler, réfléchir vraiment à ça. Mais je reste persuadé qu'il faut d'abord passer par l'acculturation. Si on ne fait pas d'acculturation de masse, on n'aura pas de modification de masse. C'est vraiment, pour moi, le plus gros sujet. On n'a pas parlé. Alors en France, donc je connais moins le marché suédois. Désolé. En France, en effet, le législateur normalement a donné une durée pour justement mettre en place normalement un indicateur. Alors écologique. Donc je connais 2 indicateurs qui sont en lice pour être potentiellement accrédités, qui sont l'EcoScore et le Planet Score. Alors on voit bien que ça a été repoussé encore d'1 an et ainsi de suite, parce que aussi, et Xavier, tu as raison, c'est aussi il faut que le producteur en fait soit conscient aussi de ce qu'il fait et peut-être qu'il soit enrôlé aussi dans cette démarche. Et pour l'instant, on va dire qu'il voit l'EcoScore ou le Planet Score, enfin n'importe quel score qui viendrait potentiellement labelliser sur son produit. Lui donne un frein potentiellement à la vente ou un frein au niveau de son image. Donc voilà, c'est une problématique. Et là où il n'y a que la consommation de masse, donc l'information de masse des consommateurs qui prennent leur pouvoir et qui finalement, en n'achetant plus ou en changeant leur consommation, vont finalement influencer les vendeurs et les producteurs à potentiellement utiliser tel ou tel label pour vraiment mettre en avant leur changement vertueux vis-à-vis des engagements des différents objectifs écologiques. Moi, pour rejoindre un peu ces sujets-là, aujourd'hui, l'écologie, jusqu'à pas longtemps, c'est un acte militant. Il faut être foncièrement motivé, qu'il faut, qu'il faut faire progresser nos habitudes de consommation. Et c'était donné à une minorité de personnes qui avaient cette sensibilité. On voit qu'il y a des actions. Alors, on peut les louer ou pas, ça se débat. J'aime bien les exemples, mais on voit bien la voiture électrique, c'est en train de décoller. Clairement, aujourd'hui, ça a été poussé par le régulateur, par l'État, de mettre en avant, de subventionner ça avec la taxe carbone. On peut être contre, on peut être pour, peu importe, c'est pas le débat. En tout cas, aujourd'hui, on voit que c'est en train de décoller. Et les gens qui achètent des voitures électriques aujourd'hui, ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des militants écologistes. Et ça a tourné. Et ils se sont rendus compte que dans leur usage de tous les jours, ça correspondait tout à fait à l'usage. Alors je parle de ça parce que on vient d'Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône, il y a en plus de l'aide de l'État, il y avait une aide du département équivalente sur les voitures. Et donc aussi bien vous voyez beaucoup de voitures électriques ici, mais il y en a 2 fois plus dans les Bouches-du-Rhône. C'est juste incroyable. Dans nos collègues, on est entouré. Ça marchait très très bien. Et les gens, une fois qu'ils y sont, ils disent je reviendrai pas en arrière. En fait, j'avais peur d'y aller. Mais je ne reviendrai pas en arrière. Et ce n'est pas des militants. C'est pas des militants. Ils ont juste vu leur intérêt. Ils se disent en effet, en plus, ça peut être vertueux. J'y vais et je vais continuer. Et ils ne vont jamais relâcher leur effort puisque finalement, ils y ont trouvé de l'intérêt. Et c'est exactement pareil pour la consommation. Il faut donner les outils. C'est l'acculturation dont parle Xavier. C'est les solutions de Mathias aussi, d'avoir une carte qui nous permet de comprendre comment on consomme en temps réel, même mieux de manière prédictive, puisque c'est comme ça le sujet. Aujourd'hui, on est encore un petit peu trop tard dans la chaîne, donc il faut que ce soit prédictif. Et c'est exactement ça, l'acculturation. On a plein d'exemples autour de nous où ça marche. Donc comment
faire en sorte de mobiliser des gens qui ne sont pas mobilisés foncièrement par la cause écologique, mais qui comprennent quand même qu'il faut qu'ils fassent un effort et que c'est dans leur intérêt et l'intérêt de leurs enfants. Voilà, pour moi, c'est ça le sujet. Si je peux, parce que nous, on fait ça vraiment en 3 étapes chez nous. Si on commence par vraiment calculer et mesurer l'empreinte, comme ça, une fois, on commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais il faut le mettre en relation avec quelque chose. Il faut avoir un benchmark. Est-ce que je fais du bien, du mal? C'est comme vous avez dit, Mathias, il ne faut pas culpabiliser, non? Il faut le faire d'une manière positive. Alors, si on peut le mettre en relation avec un moyen français, un moyen européen, ou, je ne sais pas, même l'accord de Paris, après ça, il faut éduquer. Il faut dire aux gens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois que je vais faire mon choix, que je vais faire cette transaction? Alors là, il faut que j'y pense avant de le faire. Alors c'est vraiment une journée qu'il faut prendre la consommateur, mesurer, calculer, éduquer et vraiment engager pour prendre l'action. L'action, ça peut être pour une vie plus soutenable ou pour faire, pour le reste de l'empreinte, faire une offsetting, non? Merci. Peut-être avant qu'on passe à une conclusion et peut-être aux sessions de Q&A, bon, on a tous conscience que ce qui avait été décidé à Paris, on l'a vu à Glasgow et puis on a vu les rapports du GIEC, donc il y a vraiment une urgence, la maison brûle, toujours. Et est-ce qu'on peut avoir... Chirac n'est plus là. Mais est-ce qu'on peut avoir un mot sur ce qui arrive et ce qui pourrait permettre d'accélérer? Donc tu as parlé du ticket dématérialisé. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut avoir en tête en termes de régulation, en termes de loi, d'encadrement, ce genre de sujet? En fait, tout ça est un peu lié. On a évoqué le ticket dématérialisé. Donc il y a une régulation qui arrive là-dessus, où les marchands ont obligation de ne plus éditer par défaut un ticket de caisse. Et de proposer une alternative. On a la RGPD qui est applicable en fait, qui fait que moi, consommateur, j'ai le droit de demander à ma grande surface de me transmettre l'ensemble de mes données de consommation. Et comme j'ai une carte de fidélité, en fait, tous mes tickets de caisse, ils existent déjà de manière dématérialisée. C'est juste que j'y ai pas accès facilement, mais la RGPD me le permet. Donc c'est en cours. Il y a plein d'initiatives autour de ça. C'est de dire comment je mets de l'outillage autour de ça pour pouvoir fournir de l'évaluation plus précise et quasi en temps réel. On n'est pas tout à fait à l'objectif. L'objectif, c'est de l'anticiper, mais c'est déjà une bonne trajectoire. C'est dans la dynamique de la culturation de Xavier, c'est de dire procédons par étapes. Et la culturation, elle passe par la possibilité d'expliciter à tout à chacun quelles sont ses habitudes. Et après, il va vouloir agir dessus. Mais déjà, il faut la culturer. Donc une fois qu'il aura compris. On parlait du paquet de chips. Mais en fait, c'est vrai que le paquet de chips, il faut regarder avant. Mais la première fois, on a acheté le paquet de chips, on dit « Ah, elles sont bonnes ». Et puis c'est là qu'on regarde l'étiquette. « Ah, bah, je comprends mieux ». et donc, c'est là qu'on prend conscience. Donc, en fait, on en est là. Aujourd'hui, on a acheté le paquet de chips. Là, maintenant, il faut qu'on le note. Et après, on verra comment changer notre habitude. Donc, c'est en cours. Oui, Mathias. Mais je rejoins Gilda, c'est en fait, c'est vrai qu'on entend un peu moins en ce moment le terme open data, mais je pense que il y a l'open data bancaire, c'est quand être bien installé. On arrive maintenant à avoir tous les comptes au sein d'une même appli. Enfin, on le fait par exemple chez OnlyOne, voilà. Mais là, il faut l'open data sur toutes les données d'un n'importe quel consommateur et que vous puissiez à tout moment, en effet, d'un endroit centralisé, comme votre espace santé, je crois, qui commence à se dérouler. Vous avez votre dossier santé, vous avez votre dossier consommation finalement, et vous pouvez potentiellement après fournir toutes ces données à des outils qui vous viendraient analyser. Et après, au niveau de ce que tu dis, Gilda, c'est vrai, il faut faire un constat, mais après, on réussit maintenant aussi, avec des algorithmes, à réussir à faire du prévisionnel, à voir un peu vers quelle tendance votre empreinte carbone peut arriver, et surtout à y incorporer potentiellement des actions. C'est-à-dire qu'on vous fait un prévisionnel, mais imaginons que vous achetiez une voiture électrique. Après, je ne sais pas si ça aura un impact positif ou négatif sur votre empreinte carbone, mais en tout cas, vous aurez une vision de l'impact. Voilà.
parce qu'on pourrait en discuter longuement. Voilà, mais on réussit maintenant avec, je vais sortir le terme galvaudé de l'intelligence artificielle, mais voilà, on réussit quand même à avoir ces éléments-là et réussir à amener à des recommandations pertinentes. Et c'est là où arrivent aussi des outils qu'on cherche à proposer, que nous on appelle l'éco-coach, qui cherchent à vous dire, ben voilà, si vous faites ça finalement, au regard de votre profil de consommation, si vous faites telle action, ou vous ne faites pas, vous faites ce que vous voulez, et ben potentiellement vous allez avoir un impact plus vertueux vis-à-vis de l'écologie ou un impact sociétal, parce qu'on a parlé de l'écologie, mais il y a aussi un impact sociétal qui peut être comptabilisé. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi avoir maintenant des outils qui vont aller vers de la recommandation et de l'action prédictive. Parfait, merci Mathias. Un petit mot de conclusion, parce que je crois que le temps tourne. Mot de conclusion. Allez. Oui, donc surtout une remarque, parce que quand nous on a commencé ça, c'était tout nouveau. Hein, on était les pionniers sur le marché à faire des calculs d'empreinte de carbone pour les consommateurs. Hein. Mais là, on a vu, c'est même pas 5 ans après, on a 28 banques. On est très fiers de travailler avec Crédit Agricole et d'autres banques, Standard Chartered. On a des grands groupes, plus de 28 clients dans 25 marchés, 4 continents. On a un potentiel de joindre plus de 500 millions de consommateurs qui sont sur notre journée. On a commencé ça et il faut qu'on y commence. On ne peut pas attendre que le monde soit parfait, quoi. Parce que là, on va attendre. Hein. Il faut faire quelque chose maintenant. Il faut commencer. Nous, on apprend avec nos clients. Et c'est ça qui est la beauté dans tout ça. On va apprendre et on va trouver de nouvelles solutions pour vraiment le faire ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut changer. Merci. Moi, je veux juste dire quelques mots. Hein. Ça va être vraiment... Les mots de conclusion, c'est acculturation et libre arbitre à chacun pour justement travailler sur le sujet. Merci. Voilà, et puis pour dire le mot de la fin, mais il reste la place à Mathias après. Il faut que le consommateur y voit son intérêt. C'est toujours pareil. Si on veut motiver le consommateur, il faut qu'il y voit son intérêt. Donc il faut comprendre la valeur que ça a pour le consommateur. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions Au vu des questions, je vais prendre 1 ou 2 questions dans la salle uniquement, si vous avez déjà une question. Et présentez-vous aussi, s'il vous plaît. Du coup, je m'appelle Marius Lubetsky et je travaille chez Klein Blue Partners. Et j'ai beaucoup entendu parler de la décarbonation des paiements B2C, et c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on parle parfois de la décarbonation des paiements B2B? Parce que, vous l'avez dit, il ne faut pas toujours faire tout peser sur le consommateur, et c'est bien de le dire. Mais sur toute la chaîne de production et les différents fournisseurs et paiements qui ont lieu, est-ce qu'il y a des moyens de motiver, de faire bouger les lignes? Sur la partie B2B, enfin, le marché est juste monstrueux. Dans mon idée, vraiment en termes prospectifs, c'est vraiment un moment de se donner l'opportunité, même à des petits pros, d'avoir la capacité, à un moment donné, de pouvoir faire leur bilan carbone. Je donne toujours l'exemple, pour moi, du menuisier, qui vous donne un devis avec différentes espèces de bois qui peut vous mettre à disposition. C'est de dire, je peux très bien te fournir l'intégralité de ces devis, et avec en plus l'empreinte carbone, et au consommateur de décider. Donc c'est bien vers du B2C aussi, mais on peut le faire très bien aussi en B2B, de dire je peux acheter tel produit à destination de, fonction de, et qui me permet de réduire mon empreinte carbone associée à mon entreprise aussi. Enfin voilà, le sujet est vraiment là. Rapidement, juste. En effet, les outils de calcul d'empreinte carbone dans les transactions B2B permettront, moi à mon avis, d'aider les producteurs à véritablement identifier leur empreinte carbone. Parce que pour l'instant, on va dire, on leur tord pas trop le bras pour calculer ça. Donc c'est pas leur priorité. Leurs priorités, elles sont autres. Donc globalement, ça va les aider. Et après, ils sauront en effet où agir pour pouvoir la réduire. C'est bon. Je vais encore prendre une seule question, une seule unique. Une question? Vous avez une question?
Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Laurent Garnier-Dalle de la société Enilise. Moi, j'ai une question sur la décarbonation des moyens de paiement et en fait l'identification des produits qui permettent de mieux décarboner ou pas. Est-ce qu'on va aller jusqu'à parfois même remettre en cause certaines attitudes, pas de consommation, mais même décisions législatives qui font que finalement, on nous demande de décarboner, mais il y a des décisions qui empêchent le consommateur ou qui empêchent l'entreprise de décarboner. Si on prend par exemple le domaine de la construction, par exemple, le domaine du bâtiment, aujourd'hui, je prends juste cet exemple-là, qui est la construction d'une maison bioclimatique. C'est un moyen qui permet de décarboner. Donc effectivement, avec les moyens de paiement, on pourrait identifier que de construire une maison ou de faire une rénovation de maison d'une manière ou d'une autre, c'est mieux. Mais si on prend l'exemple de bioclimatique, la législation en France est un vrai frein pour ce type de construction, même si on en parle beaucoup. Dans le fond, si on teste un peu ce type de projet, on se rend compte que c'est un frein. Du coup, ma question, c'est quand on identifie que c'est mieux de faire autrement, mais que la loi ne nous le permet pas, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses? Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma question, mais merci pour votre réponse. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Je ne suis pas un expert de la législation sur le sujet, mais ouais, non, mais tout à fait. Mais de manière globale, aujourd'hui, à part cet exemple-là, j'en ai pas obligatoirement trouvé. Je pense plutôt que ça sera au cas par cas. Puis de toute façon, ça va être comme beaucoup de marchés. On va avoir des spécialisations verticales par verticale. On ne peut pas répondre de manière globale à tout le monde. Et je pense qu'on va plutôt retourner sur de la verticale. Moi, je dirais juste, c'est que je pense qu'on n'a pas l'angle écologique ou carbone, autre, quand on évalue une loi. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est un peu problématique. C'est qu'on peut avoir un angle, enfin le législateur a un angle pour évaluer une loi qui va être potentiellement un angle économique, un angle sociétal. Et il n'y a pas, à mon avis, pas l'angle écologique ou impact écologique qu'elle va avoir. Donc nous, en tant que fournisseurs de moyens de paiement et autres, c'est un peu compliqué potentiellement de répondre et d'ajouter ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est en fait donner des outils et promouvoir des solutions qui vont dans un sens d'un impact plus vertueux. Et c'est à force que le consommateur finalement ait connaissance et l'information et la culture finalement de cette vision écologique à chaque acte de consommation qu'il fait, il va pousser potentiellement vis-à-vis des législateurs, cette fois-ci, une vision un peu plus écologique. Mais voilà, c'est ça, ma réponse. Je voulais seulement ajouter aussi, parce qu'il y a les régulations qui arrivent, comme la taxonomie aussi. Ça aussi, ça va aider parce qu'on vient de l'autre côté des entreprises aussi. Eh bien, merci à vous en tout cas. Merci Stéphane, merci à vous tous. On peut les applaudir effectivement.